Bonjour et bienvenue à la session Live Expert d'aujourd'hui portant sur la sécurité en IRM. Tout d'abord, pour votre information, les informations et préconisations fournies dans ce document sont destinées à la formation des utilisateurs. Ce document ne permet pas d'établir des spécifications ou des procédures d'acquisition et de maintenance sur les produits que nous allons citer au niveau des consignes de sécurité que nous allons développer. Toujours se référer au manuel opérateur, qui lui est un document officiel et qui contient les spécifications système, les procédures d'acquisition et de maintenance. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions et envoyer vos remarques via l'option chat qui s'intitule Q&R, donc questions et réponses. Si vous rencontrez des problèmes techniques, le bouton Help, donc le point d'interrogation, vous permettra d'accéder à une base de solutions à des questions fréquemment posées, ou ce qu'on appelle plus communément FAQ. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Combien durera la session? La session dure environ 1 heure et sera une occasion pour vous présenter les consignes de sécurité à respecter pour le bon déroulement d'un examen en IRM. On espère pouvoir répondre à certaines de vos questions et vous aider à faire face aux examens que vous programmerez. Quel est le but donc de cette session et comment allons-nous réaliser cela? Tout d'abord, ce cours a pour but de décrire les consignes de sécurité en IRM, d'expliquer la notion de SAR et de DB sur DT, de revoir les niveaux de sécurité et de détailler la conduite à tenir pour optimiser et exécuter en toute sécurité et avec assurance un examen de bonne qualité. Pour cela, nous détaillerons les risques, nous expliquerons les niveaux de sécurité et les préconisations de la surveillance du patient, nous vous donnerons la conduite à tenir et enfin, nous finirons par une récapitulation des messages clés à retenir. L'IRM est une technique d'imagerie non irradiante, comme vous le savez. Elle est fondée sur la combinaison d'ondes électromagnétiques de forte puissance, donc composées d'un champ magnétique, de gradients de champ magnétique et des ondes radiofréquences. Ces ondes électromagnétiques peuvent interagir avec les dispositifs introduits dans l'environnement IRM et ces interactions peuvent s'avérer dangereuses. C'est pourquoi ces risques intrinsèques liés à la technique même de l'IRM imposent de respecter des règles de sécurité et aussi qu'il est nécessaire de former le personnel amené à s'introduire dans l'environnement IRM. Ce cours fait le point sur les principaux risques et détaille les règles de sécurité à appliquer. Tout d'abord, nous allons aborder la partie risques. Nous parlerons d'abord des risques liés au champ magnétique statique, puis des risques liés à la radiofréquence, ensuite ceux liés au gradient et enfin les risques liés à l'hélium. Les risques liés au champ magnétique statique concernent l'effet projectile par attraction d'un objet ferromagnétique par le champ magnétique statique, le déplacement des corps étrangers métalliques intracorporels et la perturbation du fonctionnement de certains matériels. Qu'en est-il des risques liés au champ magnétique statique? L'IRM utilise un champ magnétique statique de haute intensité, en général de 1,5 à 3 Tesla. 2 zones de champ magnétique doivent être distinguées. Une première zone, celle qui est notée sur le schéma, donc 1, autour de l'isocentre de l'aimant et du tunnel. Le champ magnétique y est intense et assez homogène. La deuxième zone, notée sur le schéma donc 2, est à l'extérieur de l'aimant.
l'intensité du champ magnétique varie selon la position par rapport au centre de l'aimant. Elle diminue progressivement avec le carré de la distance. Comme vous le savez, les aimants sont autoblindés. Ainsi, le champ magnétique augmente à proximité de l'aimant et son intensité diminue rapidement dès qu'on s'en éloigne. La ligne des 5 Gauss est la limite de sûreté à ne pas franchir. C'est la ligne en deçà de laquelle on ne doit pas approcher les patients à risque et les matériels ferromagnétiques qui peuvent être attirés par l'aimant. L'accès au-delà de cette ligne doit être sécurisé. La zone à risque doit être également signalée avec un panneau indicateur, comme vous le voyez à l'écran, et matérialisé au sol de la ligne des 5 Gauss. Gardez quand même à l'esprit que dans de nombreuses installations, la ligne des 5 Gauss est contenue dans la salle d'examen. Une attention particulière sera apportée à l'espace devant la porte d'accès à la salle d'examen quand cette porte est ouverte pour cause de risque de fuite de champ magnétique. Les objets ferromagnétiques tels que bouteilles d'oxygène par exemple, matériel de surveillance et d'assistance en réanimation, les ciseaux, les marteaux à réflexe, les stéthoscopes, les bips, les téléphones portables, les barrettes à cheveux, les clés, les fauteuils roulants, pieds à perfusion, les pièces de monnaie, trombones, des outils et bien d'autres qui pénètrent dans le champ magnétique subissent une violente attraction et atteignent des vitesses de plusieurs mètres par seconde. La force humaine ne suffit pas à les retenir. Ils se comportent comme des projectiles. Le danger dépend de la masse et de la nature du projectile d'une part, de sa situation dans le champ magnétique d'autre part. Il crée 2 risques essentiels. Donc, risque de blesser le patient ou toute personne se trouvant aux alentours et risque de dégâts matériels de l'IRM. Lors de procédures de nettoyage et de maintenance, en dehors des heures de fonctionnement de votre IRM, il faudra veiller à ne pas introduire dans la salle de l'aimant balais, cireuses, aspirateurs par exemple, ou brancards ou des outils ou bien un escabeau métallique, pour ne citer que cela. Le personnel d'entretien doit donc être sensibilisé à ces risques et le matériel doit être adapté aux conditions d'utilisation. Voyons maintenant quelles précautions prendre dans le cas de présence de corps étrangers. Les corps étrangers métalliques intraoculaires, par exemple dans le cas des travailleurs de métaux ou bien de ceux qui ont des antécédents de traumatisme oculaire balistique, peuvent provoquer une cécité par hémorragie du vitré ou une déchirure rétinienne. Les stents en nitinol ou en titanium, donc non ferromagnétiques, peuvent être examinés en IRM immédiatement après leur pose. D'autres stents sont faiblement ferromagnétiques. Il est recommandé dans ce cas d'attendre 6 à 8 semaines avant l'examen d'IRM, tout simplement pour qu'un tissu de granulation se constitue et immobilise définitivement le stent qui sera incorporé dans la paroi vasculaire. Les valves cardiaques anciennes peuvent être ferromagnétiques. Les valves cardiaques récentes sont en général compatibles en IRM. Des listes de valves compatibles et non compatibles sont régulièrement mises à jour. Elles sont consultables sur des sites spécialisés comme le site MRI Safety dans la rubrique The List. Alors, qu'en est-il des perturbations de fonctionnement de certains matériels ? Donc, le fonctionnement de certains matériels, justement, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les neurostimulateurs, les implants cochléaires, les valves de dérivation ou les pompes à insuline, peut être affecté par le champ magnétique.
L'IRM va donc provoquer des risques de déprogrammation, de désactivation, de déplacement de l'électrode ou bien d'échauffement. Tous les implants doivent être considérés comme non compatibles et dangereux à moins que vous en ayez la preuve. Attention, même si le radiologue et le chirurgien sont seuls responsables, vous êtes en première ligne dans la communication auprès du client, qui est votre patient. Vérifiez avec le fabricant de l'implant ou avec le radiologue afin de déterminer si cet implant est compatible avec l'IRM ainsi qu'avec son environnement et s'il y a besoin de prendre en compte des éléments supplémentaires. Alors, voyons maintenant les risques liés à la radiofréquence. L'application d'ondes de radiofréquence dépose de l'énergie dans les tissus et peut donc être responsable d'un échauffement. Des brûlures superficielles sont alors possibles. Elles peuvent être dues au contact entre une pièce métallique conductrice et la peau du patient, des câbles électriques, en particulier des fils, si par exemple les fils de monitorage cardiaque ou les câbles de certaines antennes de surface font une boucle sur la peau du patient, des électrodes au contact de la peau du patient, les oxymètres de pouls qui peuvent provoquer une nécrose de la pulpe du doigt, des pâtes cutanées contenant une feuille d'aluminium, par exemple dans le cas de la nicotine ou des dérivés nitrés, le piercing, certaines encres utilisées dans les tatouages car elles peuvent contenir des microparticules ferromagnétiques et un échauffement de contact entre plusieurs surfaces cutanées, dans le cas par exemple de mains croisées sur le ventre, de membres inférieurs rapprochés avec une zone de contact au niveau des mollets. Attention, une blessure par RF peut vite arriver. Ne comptez pas sur votre patient pour vous avertir du chauffage excessif ou de l'inconfort. Ne pas respecter les directives appropriées d'exploitation peut aboutir à des brûlures. Sachez enfin que 73% des cas rapportés de brûlures sont dus à la non-utilisation de cales ou de protection. Les risques liés au gradient, quant à eux, concernent le bruit acoustique. Nous verrons quelles sont les recommandations de la Commission internationale de l'électronique et quelle protection auditive utiliser. Le bruit acoustique augmente avec l'intensité du chant, comme on l'a déjà expliqué plus tôt. Il est plus important avec les séquences rapides, ce qui requiert que des protections auditives soient utilisées, et ce, pour toutes les intensités de champ magnétique. Les gradients peuvent produire un bruit de niveau acoustique capable d'excéder 99 décibels, lequel peut provoquer des pertes auditives irréversibles ou bien des blessures. La Commission internationale de l'électronique, ce qu'on appelle plus communément IEC, recommande que le bruit doit être réduit pour empêcher de telles conséquences. Alors ici vous avez un schéma, d'accord? Je vous explique un petit peu d'où vient le bruit justement et quelle en est l'origine. Le problème de sécurité potentielle associé à la commutation de gradient, c'est le niveau sonore important qui est produit par les alternances rapides de courant dans les bobines de gradient, comme vous le voyez sur la figure en bas à droite. Cela est dû à leur configuration. Elles vibrent. Ces vibrations engendrent un niveau sonore important. L'utilisation des boules Kies ou autres protections auditives est recommandée pour toute personne entrant dans la salle de l'aimant. Cela inclut les accompagnants, les agents hospitaliers, les agents de maintenance, quelle que soit l'intensité du chant, comme on l'a dit. L'IEC
recommande que toute protection auditive, incluant les dispositifs qui diffusent de la musique, doit permettre une réduction sonore minimale de 29 décibels. Les références que vous voyez en haut à droite donc, sont extraites du catalogue accessoires chez nous et donc vous permettent de bien voir que le niveau minimal de 29 décibels, voire plus, est bien respecté par rapport donc aux boules caisses, aux protections auditives qu'on vous fournit. Une attention particulière doit être observée lors de l'introduction des boules caisses avec qu'elles soient bien mises en place. Donc n'hésitez pas à bien expliquer à vos patients la manière dont ils doivent installer ces boules à l'intérieur donc, de leur oreille. Dans le cas où vous avez opté pour un fabricant externe, veuillez vous référer à la documentation qu'il vous fournira à ce propos. Nous allons aborder dans cette partie des risques, les risques liés à l'hélium et la conduite à tenir en cas de quench. Lors d'un quench, il y a un risque important d'asphyxie et de brûlure par le froid pour le patient présent dans le tunnel et éventuellement pour le personnel présent dans la salle. Il y a également un risque de confinement de la salle, ce qui veut dire que la suppression induite par l'importante fuite d'hélium peut rendre impossible l'ouverture de la porte si le sens d'ouverture se fait vers la salle d'examen. Lors de cet événement rare, une procédure doit être mise en place pour évacuer le patient et tout le personnel dans la salle d'examen. En résumé du premier chapitre, nous avons vu qu'il était important de définir des règles de sécurité, tout d'abord en formant les personnels amenés à s'introduire dans l'environnement IRM, en informant les autres personnels concernés, en utilisant du matériel adapté, en recherchant des contre-indications, respectant également les règles d'accès à la salle de l'aimant et sécurisant et réglementant l'accès, comme on l'a vu pour la ligne des 5 gosses et pour les panneaux indicateurs, et enfin en définissant une conduite à tenir en cas de quench. La vigilance avant d'introduire le patient dans la salle, la formation et surveillance du personnel amené à s'introduire dans les locaux, ainsi que le respect des règles définies sont les clés de la sécurité. Parlons maintenant des niveaux de sécurité et les préconisations de la surveillance du patient. Nous allons pour cela détailler différents points. D'abord, le questionnaire ou l'interrogatoire par rapport au patient, les niveaux de sécurité. Nous détaillerons également ce qu'on appelle le Specific Absorption Rate ou bien le SAR et le DBDT. Nous parlerons également des stimulations nerveuses périphériques ou SNP et enfin de la surveillance du patient durant l'examen. Chacun de vous au niveau du service doit avoir un formulaire patient qui est fourni afin de pouvoir s'assurer que toute réponse négative soit clairement établie avant de pouvoir passer le patient à l'IRM. Assurez-vous que le patient comprenne que ce formulaire est primordial pour ne pas le mettre en danger par ignorance d'un détail qu'il aurait omis de donner. Donc n'hésitez pas non plus à utiliser une terminologie plus commune, comme par exemple dans le cas de pacemaker, parlez plutôt de pile cardiaque, ce qui sera peut-être plus à même à être compris par certains patients et qui ne passera pas non plus à la trappe au moment de remplir le formulaire. Passons maintenant au niveau de sécurité. Nous avons pour cela d'abord le niveau mode normal, pour lequel le SAR maximum atteignable puisse être toléré par tout le monde, indépendamment du statut de santé. Puis nous avons le niveau
premier niveau, donc le first level, qui est un niveau sélectionné par défaut. C'est-à-dire tous vos protocoles, lorsque vous commencez que ce soit à les écrire ou lorsque vous démarrez un examen à partir de la première séquence, le premier niveau, first level, est sélectionné par défaut. Dans la plupart des cas, le premier niveau permet pour les TE et TR courts d'avoir une qualité d'image ainsi qu'un nombre de coupes par acquisition optimaux. Il faut savoir qu'en mode premier, environ 50% des patients peuvent ressentir des stimulations nerveuses périphériques, alors que ces derniers devraient être rares avec le mode normal. Alors, le dernier niveau, qui est le second level, est un niveau réservé aux applications de recherche. Les valeurs de SAR sont de la responsabilité de l'opérateur et ce dernier doit suivre les directives de recherche appropriées. Il faudra faire attention de ne pas utiliser le mode premier niveau pour les patients portant des systèmes de thermorégulation et cardiovasculaires, ou bien des patients à risque comme les bébés ou les femmes enceintes. Si vous jugez qu'il vaut mieux utiliser le normal level, préférez-le au first level. Alors, en ce qui concerne l'échauffement des tissus, donc nous avons deux éléments qu'il faut bien comprendre. D'abord, le SAR, qui est le Specific Absorption Rate, qui lui mesure le débit d'absorption spécifique, ou ce qu'on appelle le DAS, ou encore mesure la capacité qu'a un patient à dissiper la chaleur. Cette énergie mesurée en watts augmente avec l'intensité du champ magnétique. Le SAR, calculé pour chaque séquence, est fonction du poids du patient, avec une limite supérieure de 1 à 2 watts par kilo, ce qui assure une large marge de sécurité. Retenez qu'aucun tissu ne doit subir une élévation de température supérieure à 1 degré Celsius. Alors, le rapport dB sur dt est la dérivée de B0 divisée par la dérivée du temps. Ce rapport contrôle la montée des gradients. Il influe sur les stimulations nerveuses périphériques et est exprimé en Tesla par seconde. C'est pour cela que nous insistons sur le fait que le poids du patient doit toujours être renseigné correctement. Rappelez-vous, on a parlé du SAR ou bien le DAS, qui est le débit d'absorption spécifique, ou bien un débit de transfert d'énergie. D'accord ? On a également parlé du dB sur dt, qui lui contrôle la montée des gradients et aussi influe sur les stimulations nerveuses périphériques. Donc vous avez ici les fenêtres de contrôle en temps réel, donc du SAR, donc le dB dt. Vous avez également la température de la salle et vous avez aussi la possibilité de la sélection du niveau de sécurité. Donc ici sur le petit icône qui est à gauche, vous voyez bien que le first level au premier niveau est sélectionné par défaut, d'accord ? Et que si jamais vous voulez passer au premier niveau, donc au niveau normal, vous devez le faire dès le début de l'examen. Et donc ces fenêtres apparaissent, donc une au début de l'examen. En ce qui concerne l'affichage du SAR, il est permanent sur la totalité de la durée de l'examen. On a vu tout à l'heure qu'en mode normal, le SAR était limité à 2 watts par kilo. Et on a vu également que n'importe quel échauffement dans le mode normal sera typiquement doux, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de stimulation nerveuse périphérique. Particulièrement si la température ambiante de la salle est en dessous de 21 degrés Celsius et si les patients ne sont pas trop couverts. Alors, de même pour le premier niveau, il faudra toujours s'assurer que cette température n'excède pas les 21 degrés Celsius. Ce qui va influer sur la RF et le SAR, c'est d'abord le poids du patient, comme on a dit, également l'antenne utilisée, qui est connectée, donc transmettrice ou bien l'antenne corps, le nombre de coupes prescrits, les pulses de saturation, donc spatiaux ou spectraux, par exemple la FATSAT ou la spéciale, le train d'écho,
l'angle de bascule, le temps des répétitions, le pulse de la séquence et l'amplitude des pulses, et l'échauffement spécifique des tissus. Renseignez donc le poids correctement et limitez également l'isolation du patient, c'est-à-dire en termes de couverture et de vêtements, pour empêcher son échauffement. Sachez également une chose, donc dans l'affichage du SAR, vous avez, comme vous le voyez sur l'extrait qu'on a fait de votre écran d'acquisition, vous avez pour 10 secondes et pour 6 minutes, d'accord? Ce sont les limites réglementaires. Et lorsqu'elles sont atteintes, l'IRM se met en pause, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour les 6 minutes, que ce soit pour les 10 secondes. Si ça devait arriver, vous devez attendre jusqu'à ce que ces limites réglementaires soient satisfaites avant de relancer la séquence. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne perdez pas les données acquises pendant le temps où l'IRM se mettra en pause. Alors, pour les stimulations nerveuses périphériques, le changement rapide du champ magnétique peut, dans certaines conditions, causer des stimulations nerveuses au voisinage de la peau. On a parlé tout à l'heure du rapport dB/dt, qui est la dérivée de B0 divisée par la dérivée de temps. Et le risque d'avoir des SNP est fonction de ce rapport et de la hausse du temps d'application du gradient. Le point où la moitié de la population éprouve des SNP, donc des stimulations nerveuses périphériques, est défini comme le seuil de ces stimulations. Les stimulations nerveuses périphériques peuvent donc faire penser à la sensation d'une lumière affleurante à la surface de la peau. En mode normal, comme je vous l'ai déjà dit, le risque de stimulation est faible, alors que dans le mode premier niveau, environ la moitié des patients peuvent les ressentir. Par contre, gardez à l'esprit qu'on ne doit pas s'attendre à une stimulation douloureuse. Si tel est le cas, la séquence doit être arrêtée. Dans ce cas, donc si le patient se plaint de douleur, arrêtez la séquence en cours. Il est probable que le mode normal résolve le problème. Donc vous changez, vous remettez donc le mode normal à la place du premier niveau. Dans le cas contraire, essayez une séquence différente. Et n'oubliez surtout pas de rapporter à DI vos examens qui ont donc eu comme conséquence des stimulations douloureuses. Donc à quel moment pourraient survenir ces stimulations nerveuses périphériques? Tout simplement lors de l'utilisation de certaines séquences qui, elles, sollicitent les hauts gradients de performance, comme on l'a vu, rappelez-vous le fameux rapport dB sur dt. Ces séquences incluent, mais cette liste n'est pas exhaustive, la neurorapide, donc les demandes d'activation sur les séquences BOLD, la diffusion ou le tenseur de diffusion, le time course imaging pour les cardiaques, donc les examens cardiaques, et tout ce qui est abdominal, sein et cardiaque, donc les séquences rapides. Comme vous le voyez, les stimulations nerveuses périphériques sont possibles avec toutes les séquences, mais l'utilisation de grandes vitesses d'application, donc les fameux gradients performance, va augmenter ce risque. Rappelez-vous également que les stimulations nerveuses périphériques ne sont pas dangereuses. Alors, passons maintenant à la surveillance du patient. Qui doit être surveillé? Quelles directives suivre? Quelle protection utiliser? Et comment peut-on communiquer avec les patients? Qui doit être surveillé? Tous les patients doivent l'être, verbalement et visuellement. Certains patients vont nécessiter une surveillance particulière, par exemple les patients qui ne peuvent pas communiquer, ceux qui présentent une audition faible ou qui ne parlent pas français, ceux qui sont sédatés, certains patients présentant un handicap mental, les personnes qui ont un risque de réaction allergique et les enfants. La liste n'étant pas complète, je suis sûre que vous avez d'autres exemples que vous avez déjà rencontrés où le patient nécessitait une surveillance particulière. Alors, les directives qu'on peut vous donner,
Bien sûr, la liste n'étant pas complète, parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, d'abord, c'est d'examiner tous les patients, accompagnants ou personnel auxiliaire, avant d'autoriser l'accès à la salle d'examen. Des courants induits dans des objets métalliques peuvent être créés. Une élévation de température excessive peut produire des brûlures. Tous les patients portant des dispositifs chirurgicalement implantés ou des éclats métalliques intraoculaires doivent être examinés. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. Donc il faut penser à retirer tout objet métallique, même l'or de 14 carats peut chauffer. Les patients doivent enlever leurs chaussures, vider leurs poches avant l'examen pour éviter l'introduction accidentelle d'objets métalliques dans le champ magnétique. N'oubliez pas, pensez à examiner plus d'une fois le patient. Le personnel doit être également formé à un examen du patient. Et enfin, ne vous fiez pas aux examens précédents. Le contrôle doit être fait lors de chaque rendez-vous. Un patient qui est venu 6 mois auparavant, vous ne l'avez pas vu pendant 6 mois, donc vous ne savez pas ce qu'il a pu avoir, comme peut-être une opération chirurgicale ou un accident quelconque. Et dans ce cas-là, on peut passer à côté d'informations importantes. Les règles de sécurité suivantes doivent être suivies pour le positionnement du patient. La première chose, n'utilisez que les mousses ou pads fournies par DILI. Donc on vous a fourni des pads et des mousses. C'est cela qu'il faudra et qu'elles sont compatibles et garanties compatibles. L'épaisseur de la mousse doit être au minimum, à peu près, la plus faible, je crois que c'est 0,6 cm. Une mousse appropriée doit être utilisée pour chaque patient sans exception. Les draps, les couvertures et les blouses ne peuvent en aucun cas remplacer une mousse. La peau du patient ne doit jamais entrer en contact direct avec les bords du tunnel ou n'importe quelle antenne de surface ou du câble. Si un patient est opulent et donc susceptible de toucher les bords, il convient de préférer un autre type d'exploration clinique que l'IRM. Assurez-vous également que le patient ne croise pas ses mains, ni ses bras, ni ses jambes. Rappelez-vous, nous en avons parlé plus tôt. Et aucun contact peau-peau pour empêcher toute formation de boucle conductrice. Alors, quant aux protections visuelles, assurez-vous que les yeux des patients sont bien protégés du centreur lumineux. Demandez-lui de fermer les yeux lorsque vous utilisez ce dernier et surtout ne le laissez pas allumer après avoir placé votre patient. Pour communiquer avec le patient, surtout gardez le contact. En ce qui concerne les patients agités, par exemple, les claustrophobes ou stressés, pour cela, donnez la poire d'appel, donc comme nous avons fourni, qui est un système d'alerte patient. Comme vous le savez, lorsqu'il y a une pression sur la poire, la diode rouge située sur le boîtier s'allume et une alarme sonore retentit. Gardez le contact au moins verbal avec le patient, voire déplacez-vous à l'intérieur de la salle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les matériels de surveillance comprennent le système cardiaque. Nous vous fournissons donc un dispositif ECG qui en aucun cas ne doit être utilisé comme mode de surveillance du patient puisqu'il sert à la synchronisation cardiaque par rapport à certaines séquences. Assurez-vous de ne jamais scanner un patient avec un moniteur comme ceux utilisés avec les dispositifs ECG ou encore un oxymètre d'impulsion attaché au patient, mais libre par rapport à l'écran de contrôle. Et également, méfiez-vous, n'importe quelle antenne inutilisée déconnectée ou dispositif auxiliaire doivent être enlevés ou placés au bord du patient avant le démarrage de l'acquisition. Si tel n'est pas le cas, l'accident de brûlure serait avéré. Alors, en résumé pour ce chapitre, nous avons vu qu'il était important d'interroger le patient, de comprendre à quoi correspondent les niveaux de sécurité, rappelez-vous, le normal, le premier niveau en ce qui vous concerne, de renseigner correctement le poids du patient pour le calcul du SAR, de s'assurer que la température de la salle n'excède pas les 21 degrés Celsius,
de comprendre à quoi correspondent les stimulations nerveuses périphériques, d'examiner et de surveiller tous les patients, et enfin d'utiliser les moyens à disposition pour la protection et la communication avec le patient. Un conseil, examinez plus d'une fois le patient et ne vous fiez pas aux examens précédents. Quelle conduite tenir en cas d'urgence? Donc, nous allons parler de l'évacuation rapide du patient, l'arrêt d'urgence, l'arrêt électrique et le quad and quench. Alors tout d'abord, pour l'évacuation du patient, elle doit se faire par le personnel habilité à entrer dans la zone d'exclusion. Une évacuation, par exemple, elle sera nécessaire si un patient a fait un malaise ou vomi et qu'il doit être évacué rapidement. Le fait donc que ce soit le personnel habilité qui le fasse va réduire le risque de l'entrée accidentelle d'objets ferreux dans cette zone dans des situations stressantes. Attention, dans le cas d'un quench, que nous verrons plus tard, un patient doit pouvoir être évacué en moins de 30 secondes. Alors, le bouton d'arrêt d'urgence va être utilisé pour les urgences au niveau du poste de contrôle ou de la salle d'examen, en cas, par exemple, d'incendie, de présence d'étincelles ou de bruit suspect non associé au fonctionnement normal de l'IRM. Il est situé au poste de contrôle et dans la salle d'examen. Éteignez toutes les sources électriques. L'alimentation générale doit être réenclenchée avant de rallumer. Contactez le service général électrique avant de rétablir le courant. L'arrêt électrique est utilisé dans les cas d'extrême urgence, par exemple danger d'IRM, présence de métal, de brûlure ou autre. Donc l'arrêt électrique va éteindre les systèmes suivants, l'ARF, l'alimentation électrique des gradients, l'alimentation électrique du statif, la table et l'assistance du patient. Par contre, il n'arrêtera pas le champ magnétique. Donc ce bouton est situé sur le clavier ou sur le statif. Donc comme on l'a dit, il arrête électriquement tous les équipements de la salle d'examen. Pour rallumer après une urgence, appuyez sur les boutons hémorisette dans le local technique que l'ingénieur d'application ou bien le technicien vous aurait montré lors de la formation sur site au démarrage de votre système. Qu'est-ce qu'un quench maintenant? Nous en avons parlé plusieurs fois. Détaillons un peu plus ce que c'est. Pour un aimant supraconducteur, on utilise un liquide très froid pour abaisser la chaleur créée par l'intensité du champ. Donc l'hélium. Le quench est le passage brutal de l'hélium liquide, donc qui refroidit l'aimant et lui assure sa propriété de supraconductivité, à l'état gazeux volatile. L'hélium s'échappe alors de la cuve des températures aussi basses que 269 degrés Celsius sont atteintes. C'est-à-dire on est à moins 270 degrés à peu près. Comment se manifeste-t-il? Dans chaque salle d'examen, il existe une extraction d'air qui permet donc à l'air de s'échapper en cas de danger. Si cette extraction échoue, le danger est imminent. Les conséquences en sont que l'intensité du champ au centre d'éléments chute de 20 millitesla ou 200 Gauss en 2 minutes. Les lignes de champ peuvent s'étendre légèrement durant quelques minutes, c'est-à-dire la ligne des 5 Gauss n'est plus du tout respectée. Et veuillez noter aussi que toutes les spécifications stipulées dans le cahier des charges ne s'appliqueront plus lors d'un quench. Les quenchs sont indiqués également par un bruit fort, un message d'alerte ou l'inclinaison de l'image sur l'écran. Il existe également ce qu'on appelle un quench d'urgence. C'est un quench volontaire, d'accord, suite à une urgence absolue. Les conséquences de ce quench, suite à la pression du bouton rouge au niveau du boîtier, comme vous le voyez là, donc sur la diapositive, située à l'intérieur de la salle d'examen, sont les suivantes. Comme tout à l'heure, une rapide diminution du champ magnétique au bout de 2 minutes, une émanation d'hélium accompagnée d'un niveau sonore très élevé. Par contre, plusieurs jours de maintenance sont nécessaires afin de remplacer l'hélium.
Comme je vous l'ai dit au début, l'utilisation de ce quench d'urgence est strictement pour une urgence vitale. Par exemple, une personne coincée entre l'aimant et un objet magnétique volumineux. Donc, en résumé de ce chapitre, nous avons passé en revue donc la conduite à tenir en cas d'urgence, dans le cas de l'évacuation d'un patient, dans le cas d'un arrêt d'urgence et d'un arrêt électrique, et enfin, dans le cas d'un quench. Quels sont donc les messages clés à retenir de ce cours? Nous avons parlé de la sécurité. Cela signifie que des règles doivent être mises en place. Les questions clés à se poser alors sont: pouvons-nous faire l'examen sans danger pour le patient? Pour y répondre, passons en revue les recommandations à chaque fois qu'on le peut. Donc faites-le avec votre équipe. Puis assurez-vous également de l'expérience de la personne qui effectue l'examen. Si ce n'est pas le cas, écrivez une procédure qui pourrait lui expliquer chacune des étapes. Bien sûr, il faut définir une conduite à tenir en cas de quench, comme on l'avait dit. Donc, événement très rare, mais qui pourrait arriver. Le fait de l'avoir sous la main, le jour où on en aura besoin, facilitera la tâche de la personne qui devra appliquer la procédure. Gardez toujours à l'esprit qu'il faut surveiller et examiner tous les patients, même ceux qui reviennent dans le temps, et que la protection du patient doit être également toujours d'actualité pour éviter tout risque, donc de brûlure ou autre. Vous avez également au niveau de votre service le guide de sécurité au chapitre 2 donc du manuel opérateur qui vous permettra d'avoir toutes les informations citées lors de ce cours et peut-être d'autres. Donc c'est vraiment votre référence sur la sécurité. Ça peut vous aider également à peut-être rédiger des procédures pour les laisser à disposition de toute votre équipe. Je vous remercie pour votre participation. Donc comme vous le voyez, nous pouvons vous aider à optimiser vos examens. Nous vous conseillons également pour cela de vous inscrire aux prochaines sessions hebdomadaires. Si vous avez des idées pour améliorer les présentations à l'avenir, n'hésitez pas également à nous en faire part. Vous pouvez également accéder à plusieurs vidéos, modules de formation ou de présentation sur nos plateformes, donc eCares, qui est une plateforme d'échange communautaire, ou bien la plateforme e-learning, donc de formation continue, HLS. Enfin, vous pouvez également demander une assistance à distance pour l'optimisation, par exemple, des protocoles, grâce à l'outil AppsLink, qui est un outil de partage d'écran à distance, dans la mesure où la connexion Internet de votre hôpital le permet. Donc, passons maintenant à notre session questions-réponses. Avez-vous des questions? Voilà, n'hésitez surtout pas. Donc, je suis là pour vous. Dans la mesure où vous souhaitez une clarification, n'hésitez pas. Donc, je vois certaines personnes qui me disent que tout s'est bien passé, tant mieux. De toute façon, nous restons à votre disposition si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, vous pouvez nous contacter à tout moment et n'hésitez surtout pas à le faire. Pour votre information, notez bien que le prochain cours Live Expert abordera l'IRM base physique partie 1 et sera diffusé le 12 décembre prochain à 18 h. N'hésitez pas à vous inscrire. Au revoir et merci beaucoup. Restez connectés.